Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le Ramadan, le mois de Ramadan touche bientôt à sa fin après 30 jours d'abstinence, de jeûne et de prière. L'imam Harissou Zakari fait dans cette édition le point de cette période de prière. Dans ce journal, nous irons également à la découverte de Noélie Honorine et ces deux dames qui optent pour l'auto-emploi dans le domaine de l'agriculture. Et puis, depuis 5 jours, les tensions persistent en Israël. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre israéliennes ont fait au moins 20 morts. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté musulmane est grêle les dernières heures du mois de Ramadan. Après 30 jours d'abstinence, de jeûne, de prière et d'adoration, quels sont les sentiments qui animent les fidèles musulmans? Élément de réponse avec l'imam de la mosquée de Djadjou. En matière de sentiments, c'est les sentiments de fatigue, parce que nous sommes dans les derniers moments qui ne sont pas du tout faciles, mais on tient debout. Nous prions que Dieu puisse soulager tous les jeûneurs afin qu'ils puissent mieux avoir les récompenses. Maintenant, en dehors de ça aussi, nous sentons également que la foi, la piété a aussi connu un avancement. Et aussi, nous sentons pour finir que, c'est-à-dire les actes d'adoration que nous faisons, les actes d'aumône que nous faisons, des orientations, des conseils que nous donnons à tout un chacun, ça nous amène vraiment à se sentir à l'aise. Vous savez que dans le mois de Ramadan, quand vous posez une seule action, alors Dieu le Tout-Puissant, il vous donne 100 fois la récompense de l'œuvre que vous avez posée. Donc, cela seul suffit pour que vraiment on se sente vraiment à l'aise et qu'on se dise que vraiment nous sommes fiers d'être musulmans. Il y a des mesures particulières à prendre. Et ces mesures particulières à prendre, c'est-à-dire, c'est le fait de se préparer à l'aumône de la rupture de jeûne qu'on appelle Zakat el-Fitr. Et cette aumône qui se fait, donc déjà à partir du 28e jour du Ramadan, actuellement nous sommes au 28e jour du Ramadan, donc il nous reste seulement 2 jours ou une journée, ou bien un jour si possible. Alors, et cette aumône de rupture de jeûne, cela permet aux musulmans de se débarrasser des manquements qu'il a pu observer tout au long du mois de Ramadan. Et à la fin de cet exercice du mois de Ramadan, il est fréquent que les fidèles relâchent dans les bons comportements. À quelques heures de la fête, l'imam Lawal Taïrou adresse une série de messages à toute la communauté musulmane. Le premier message, c'est de prendre toutes les dispositions pour faire dans les règles édictées par nos sources fondamentales, qui n'est rien d'autre que le Coran et la Sunna. Et quand on se réfère à ces sources fondamentales, on voit que pour ce qui concerne la fête du Ramadan, la première chose à faire, c'est de s'acquitter de cette aumône-là qu'on appelle Zakat el-Fitr ou encore Sadaqat el-Fitr, qui est une aumône qu'il faut prélever avant d'aller à la place Idi. Et on prélève ça en tenant compte, bien évidemment, d'abord de sa propre personne et des membres constitutifs de sa famille. On prélève pour soi, pour madame, pour le nombre d'enfants qu'on a à charge, par une mesure qu'on appelle 100, qui est les poignées de main joints 4 fois pour quelqu'un, et les savants l'ont estimé à 2,5 kg ou bien à 3 kg ou plus des denrées, des céréales et autres que nous consommons. Outre ça, l'autre élément très important que nous avons à dire, c'est de savoir qu'à la place Idi, quand on va là-bas, certes, il faut s'habiller décemment. Si je n'ai pas les moyens, je peux porter ce que j'ai à la maison, pourvu que je puisse être beau. Parce que le prophète dit, qui veut dire Dieu est beau et il n'agrée que ce qui est beau. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. À la place Idi, on voit les gens qui se lèvent encore pour faire des prières surrogatoires. Une fois qu'on est à la place Idi, on fait des invocations pour partir. Et quand tu es là, il n'y a plus une prière à observer. Tu fais tes invocations et tu écoutes religieusement le sermon de l'imam. Et à la fin, tu rentres à la maison et vous fêtez. Et il faut noter, avant d'aller à la place Idi, il est recommandé de ne pas jeûner pour partir. Il faut manger quelque chose avant de se rendre à la place Idi. Et le message le plus important, c'est que courant le Ramadan, on voit beaucoup d'affluence dans les mosquées. Pendant ce mois, on voit beaucoup de personnes se donnent à des pratiques religieuses. On va jeûner, on va prier, on va veiller. Mais attendez-vous pour voir. Une fois la fête terminée, on dit au revoir aux mosquées. On dit au revoir aux pratiques religieuses. Ce qui est une erreur grave que nous commettons. Parce que le Coran nous dit qui veut dire adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. C'est quoi la certitude?
L'adoration n'est pas limitée dans un espace, dans un temps donné. On adore son Seigneur jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernier jour sur terre. Intéressons-nous maintenant à l'auto-emploi face au problème du chômage au Bénin. Rares sont les jeunes filles qui explorent le domaine de l'agriculture. À Lokossa, Noélie Teko et Honorine Zohadé tentent depuis quelque temps de s'insérer dans l'entrepreneuriat agricole. Jonas Bouti leur a rendu visite sur leur site situé à Inveji, un quartier périphérique de Lokossa. Voici son reportage. Unis par leur commune passion qui est l'agriculture, Noélie Teko et Honorine Zohadé forcent l'admiration des habitants du quartier d'Anivedi à Lokossa qui se tornent de leur curieux attachement à cette activité très redoutée de nos jours par les jeunes et notamment par les jeunes filles. Ce qui m'a poussé à venir à l'agriculture, d'abord mon papa c'est un agriculteur, il aime bien l'agriculture. Moi j'ai préféré aller en formation. Lorsque j'ai fait la formation en entrepreneuriat agricole, j'ai pris le goût et dès que nous sommes arrivés sur le terrain, c'était pas facile mais finalement je me suis habituée. Tout comme Noélie, Honorine pense que l'agriculture regorge un trésor et elles se sont mises ensemble pour se donner plus de chances de succès. Il y a la richesse dans l'agriculture et c'est pourquoi je me suis associée à ma sœur pour qu'on puisse travailler ensemble. Nous, on veut travailler ensemble parce que c'est ensemble qu'on évolue. Moi seule, je peux travailler, mais là où ma force peut m'amener, peut-être à deux, on ira encore plus loin. Après s'être battu pour obtenir de la mairie de Lokossa l'autorisation d'exploiter ce domaine de 2 hectares, des difficultés persistent toujours sans pour autant émousser leur ardeur. Actuellement, nous produisons du maïs. Nous faisons également l'élevage des volailles. Nous avons eu l'idée de faire la transformation. C'est pour cela qu'on a construit la palette qui est là-bas, mais on n'a pas encore démarré. Notre grande difficulté, c'est l'eau. Pour le moment, je ne peux pas dire que l'activité là, ça marche tel que je le veux. Parce que ce n'est pas seulement produire du maïs qui est mon souci, mais produire, faire le jardin, élever les volailles et autres. Notre souci, c'est l'eau. Nous n'avons pas de l'eau sur le terrain. Pour Honorine, la contrainte de maternité perturbe par moments le rythme des activités agricoles chez la femme. Mais selon Noélie, la disponibilité de l'eau et la complicité des époux pourraient atténuer l'impact de cette contrainte. Pendant les moments de maternité, nous sommes physiquement faibles. Cependant, nous faisons de notre mieux. C'est vrai, et la vie conjugale et puis le temps de la maternité, c'est pourquoi nous réclamons de l'eau. Parce que si on doit produire comme les autres agriculteurs, ce serait difficile. Tu ne peux pas interdire à ton mari d'approcher de toi en cette saison, ce serait encore autre problème pour toi. Or, si nous avons de l'eau sur le site, tu sais que tel moment, j'ai du maïs sur mon site, tel moment, j'ai des légumes. De ce côté, c'est une planification en quelque sorte. Donc, quand tu t'entends avec ton mari, il pourrait te permettre ça. Parce que c'est au moins que c'est dans l'activité qu'il t'a trouvé. En toute chose, c'est la compréhension qui compte. Les nombreuses difficultés et les complexes paramètres qui conditionnent le succès dans l'entrepreneuriat agricole expliquent parfois la réticence de ceux qui n'osent pas s'y aventurer. Le courage de Noélie Teko et de Honorine Zohadé mérite donc un accompagnement des autorités en charge de l'agriculture au Bénin afin que leur réussite puisse inciter les autres jeunes filles à leur emboîter les pas. L'actualité dans le monde à présent, depuis 5 jours, les tensions persistent en Israël. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre israéliennes ont fait au moins 20 morts, dont 9 enfants. Les esplanades des mosquées continuent d'être le théâtre des affrontements. L'esplanade des mosquées en feu, symbole d'une journée sous très haute tension. Ce lundi soir, le ton est encore monté entre Israéliens et Palestiniens. Depuis Gaza, les militants du Hamas ont d'abord lancé des roquettes en direction de la ville sainte, Jérusalem. Riposte d'Israël, frappe de représailles et un bilan lourd. Au moins 20 morts, dont 9 enfants à Gaza. Dans les deux camps, aucun signe d'apaisement, au contraire. Ce soir, en cette journée de Jérusalem, les organisations terroristes de Gaza ont franchi une ligne rouge et nous ont attaqués à l'aide de missiles sur la périphérie de Jérusalem.
Israël répondra avec une grande force. Nous ne tolérerons aucune attaque sur notre territoire, sur notre capitale, sur nos citoyens et sur nos soldats. Quiconque nous attaque paiera un lourd tribut. Je vous le dis, citoyens d'Israël, le conflit actuel pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais quiconque choisit cette option ressentira le poids de notre bras. Ce qu'il se passe à Jérusalem est un appel au meurtre et exprime l'esprit de criminalité, de haine qui s'exprime dans l'éducation des partis en Israël, dans l'éducation scolaire et les programmes d'enseignement. J'appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement pour mettre un terme à ces violations horribles et à protéger les citoyens des territoires palestiniens, surtout à Jérusalem, qui subit un nettoyage ethnique. Aujourd'hui, Jérusalem redonne de l'éclat à la cause palestinienne. La communauté internationale appelle désormais à une désescalade, alors que les prochaines heures s'annoncent tout aussi chaotiques. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence ce mardi pour se pencher sur la situation à Jérusalem. Le Conseil n'a pas pu voter le document commun qui devrait obliger Israël à faire cesser ses activités de colonisation et de conflit en Palestine. Les États-Unis, qui ont voté contre, estiment qu'il est tôt pour faire de déclarations publiques. La Maison-Blanche et le Royaume-Uni condamnent fermement les lancers de raquettes de Damas. L'Union européenne et l'ONU appellent à la retenue. Le secrétaire général suit avec une profonde inquiétude les derniers développements en matière de sécurité qui risquent de déclencher une nouvelle escalade dangereuse conduisant à de nouvelles violences et pertes de vies humaines. Il condamne dans les termes les plus forts les tirs de roquettes de Gaza sur Israël qui auraient été revendiqués par le Hamas, en particulier le ciblage de centres de population civile. Il demande instamment à toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue. Le secrétaire général s'est déclaré profondément préoccupé par la poursuite de la violence à Jérusalem-Est occupée, ainsi que par les éventuelles expulsions de familles palestiniennes de leurs maisons dans les quartiers de Sheikh Jarrah et de Silwan. Il exhorte Israël à cesser les démolitions et les expulsions, conformément à ses obligations en vertu du droit international. Et puis les talibans annoncent un cessez-le-feu de 3 jours cette semaine pour marquer la fin du ramadan. Le président afghan demande à ses troupes de respecter cette décision. Washington salue ce cessez-le-feu et appelle à son extension. Ces derniers jours, un attentat devant une école à Kaboul a fait au moins 50 morts. Des familles réunies dans la prière. Sous un soleil de plomb, ces Afghans enterrent leurs proches, tués quelques heures plus tôt dans l'explosion de 3 bombes, qui ont fait au moins 50 morts et plus d'une centaine de blessés, soit l'attentat le plus meurtrier depuis un an. Des actes fermement condamnés par l'ONU. Le secrétaire général condamne fermement l'horrible attentat perpétré près d'une école à Kaboul en Afghanistan. Les responsables de ce crime odieux doivent être tenus pour responsables. Le secrétaire général souligne qu'il est urgent de mettre fin à la violence en Afghanistan et de parvenir à un règlement pacifique du conflit. Ce lundi, après la série d'explosions meurtrières qui a frappé un établissement scolaire pour jeunes filles, c'est un bus piégé qui a causé la mort de 11 personnes dans la province de Zabul, au sud du pays, confirmant ainsi la recrudescence des violences de ces dernières semaines. Un regain des tensions lié au retrait des soldats américains présents sur place et initialement fixé au 1er mai 2021 lors de la signature des accords de Doha par Donald Trump. Pour le moment, Washington, de son côté, salue l'annonce d'une trêve par le groupe armé. Nous notons que les talibans ont nié toute implication dans cette attaque et nous nous félicitons de l'annonce d'un cessez-le-feu de 3 jours pendant les prochaines fêtes de l'Aïd. Nous exhortons les talibans à étendre le cessez-le-feu et à ordonner une réduction significative de la violence. Nous savons tous qu'un retour à la violence serait aussi insensé que tragique. En réponse, le président afghan Ashraf Ghani a ordonné à ses forces armées de respecter le cessez-le-feu et invité une nouvelle fois les insurgés à mettre fin à la guerre. Alors que les talibans livrent tous les jours des combats contre les forces gouvernementales dans l'arrière-pays, ils démentent pourtant toute implication dans les attentats commis à Kaboul depuis les accords de Doha en février 2020.
Le retrait des troupes américaines, finalement entériné au 11 septembre prochain par Joe Biden, laisse néanmoins craindre aux forces alliées une reprise du pouvoir rapide par les talibans. L'annonce lundi de cette courte trêve constitue une mesure inédite pour le groupe. Reste à savoir si toutes les factions armées qui opèrent sous la bannière des talibans tiendront 3 jours sans combattre. Certaines sont bien moins enclines à la paix et à obéir aux ordres de commandants jugés trop modérés. De même, il faudra que le gouvernement, de son côté, contrôle les forces paramilitaires qui combattent pour lui sur le terrain. Et puis en Iran, le dépôt de candidature pour la présidentielle du 18 juin prochain a démarré aujourd'hui devant le Conseil des gardiens. Le scrutin sera suivi de près sur fond de négociations sur le nucléaire iranien. Sourire en coin, Saïd Mohammad est le dernier candidat à s'être présenté devant la presse samedi dernier. Les journalistes nombreux et curieux à l'idée de savoir si cet ancien membre des gardiens de la révolution iranienne a la carrure pour devenir le prochain président de la République islamique. Nous ne sommes liés à aucun mouvement, parti ou faction, et nous ne nous sommes assis avec personne et n'avons rien promis. Notre gouvernement sera un gouvernement de méritocratie. L'ex-général dit être porté par les demandes du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ce dernier souhaitant une transformation de la génération dirigeante vieillissante, celle qui a participé à la fameuse révolution de 1979 et œuvré à la naissance de la République islamique. En Iran, toutes les candidatures sont examinées puis validées par le Conseil des gardiens de la Constitution. Nous sommes aussi en train de passer un cap générationnel. De notre point de vue, l'entrée des jeunes dans le champ politique est importante aussi, et peut-être la promesse de voir nos jeunes entrer sur le terrain politique et jouer un rôle à des niveaux élevés du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, plus d'une vingtaine de personnalités publiques ont annoncé officiellement leur candidature pour briguer un mandat de 4 ans, avec l'ombre de l'armée qui plane plus que jamais sur ces élections. Outre Saïd Mohammad, l'amiral Rostam Ghasemi, ancien ministre du pétrole, a aussi présenté son programme présidentiel. Ajoutez le général Hossein Darkhan, ancien ministre de la Défense, ou encore Ezatollah Zarghami, ex-membre des gardiens de la Révolution. Une omniprésence militaire pointée du doigt en coulisses par l'actuel ministre iranien des Affaires étrangères. Critiqué par les conservateurs et plongé dans une affaire d'État, Mohammad Javad Zarif a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, le guide suprême iranien a préféré recentrer les débats. Bien sûr, on a entendu quelque chose de la part de certains responsables du pays qui fait qu'on s'interroge et qu'on regrette. Nous avons entendu que les médias de l'ennemi qui sont contre la République islamique les ont également diffusés. On regrette quand on entend ces mots. Certains de ces mots sont la répétition des mots hostiles de nos ennemis, la répétition des mots des États-Unis. La menace venant de l'Occident au centre également des élections présidentielles. Diplomate, mais le plus souvent ferme, chaque candidat s'est exprimé au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien, dont les pourparlers reprennent vendredi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.